Tout est politique, bienvenue dans la seconde partie de votre émission, si vous nous rejoignez. Cette semaine, notre invité Gérard Longuet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de la Défense et vous êtes sénateur UMP de la Meuse. On va commencer par les résultats des départementales. 2 départements sur 3 sont à droite. L'avenir de l'UMP passe donc par le centre ? Oui. Très de clairement. toute façon, il y a une situation française qui est très simple. On est dans une logique de tripartie. Et si l'UMP avait la mauvaise idée de se fâcher avec le centre, et si le centre avait l'ambition d'être seul sans l'UMP, le Front National serait l'arbitre de la vie politique française. Mais quand vous dites le centre, c'est l'UDI, parce que le C'est modem... tous les centres. Oui, mais le modem de M. Y compris Bayrou, le modem. est-ce qu'il est fréquentable, le modem Oui. de M. Bayrou, quand on voit les grands écarts que fait M. Bayrou en permanence? Je pense qu'il l'est. Je connais François Bayrou. C'est quelqu'un qui est exigeant, qui est parfois exigeant pour les autres plus que pour lui-même. Mais en gros, il est pour l'économie de marché, pour la construction européenne, pour une France girondine. Il n'y a rien de choquant. Donc c'est une stratégie qui a fonctionné, cette alliance ? C'est même pas une stratégie, c'est une obligation absolue. Lorsque nous avons des candidatures divisées dans les cantons, c'est arrivé, le résultat c'est que le Front National est second, voire premier, et que nos candidats prennent le risque d'être éliminés. Il faut dire que les règles étaient très strictes pour les départementales. Et donc nous avons l'obligation absolue aujourd'hui d'être solidaires. Alors certains de nos confrères parlent que Nicolas Sarkozy pense déjà à mettre l'UDI pour le centre pour la primaire de 2016. Est-ce que c'est quelque chose que vous nous confirmez ? L'idée d'une primaire, c'est Avec le corollaire. Le corollaire de ce besoin d'unité, c'est que la primaire doit être suffisamment séduisante pour que des candidats du centre soient à la fois candidats et que leurs électeurs se déplacent. Donc un maximum de personnes. Ah, je le souhaite profondément, personnellement. Quel est le plus centriste des deux? Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé? Parce qu'ils vont se battre, ces deux-là, il ne faut pas se leurrer. Alors, paradoxalement, je crois que c'est peut-être Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Pas par le caractère, Par côté conviction? énergie. Le sens de l'accord. Nicolas Sarkozy a une image d'énergie, de volonté. Au fond, c'est un homme qui cherche l'accord. Et s'il a présidé pendant 5 ans sans crise majeure, y compris lorsqu'il a réformé les retraites avec des manifestations, mais sans autre violence, c'est parce que c'est quelqu'un avec lequel, malgré la rudesse des apparences, il est possible de bâtir un accord. Et Juppé? Juppé a sans doute changé depuis 1995. On lui souhaite, on le souhaite à la France. Disons que chez Juppé, la compréhension est plus intellectuelle. L'abord n'est pas naturellement consensuel ou n'est pas naturellement convivial. Cette alliance avec le centre a été prônée par Alain Oui, Juppé. absolument. Pour vous, quelles sont ses qualités, Alain Juppé? La cohérence intellectuelle. C'est un rassembleur? La cohérence intellectuelle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans une ligne que je pourrais qualifier d'européenne réfléchie, de libéral prudent, de gaulliste sincère, avec un petit parfum un peu traditionnel de Ve République. Dont la France a besoin? Un sage de centre-droite? C'est certainement quelqu'un de sage, c'est le privilège de l'âge que je partage d'ailleurs. Il est gaulliste. Dont la France a besoin? D'après Je vous? veux dire, en politique, la France ne peut pas se priver de talent et Alain Juppé en fait partie. Le seul vrai problème de la vie politique française, c'est qu'on a le sentiment qu'un seul talent suffit, celui du président. C'est pas vrai. Il faut d'autres talents et un président qui serait seul talentueux ne pourrait pas faire bouger le pays. On a besoin de parlementaires, on a besoin de patrons de commission, on a besoin de patrons de région, on a besoin d'hommes d'idées, de femmes et d'hommes d'idées. Et on ne peut pas résumer la vie politique française, c'est en tous les cas ma conviction, à la seule personnalité du président de la République ou des présidentiables. Alors aujourd'hui, avec le gouvernement qu'il y a aujourd'hui, est-ce que le gouvernement de Manuel Valls, pour vous, est composé de talents? Il y en a, Lesquels? pas beaucoup. Mon successeur, je pense que Jean-Yves Le Drian fait bien le boulot. Oui. Je pense que Cazeneuve s'est imposé comme un ministre de l'Intérieur tout à fait respectable. Ce sont les deux qui me viennent à l'esprit parce que ce sont des secteurs que je connais. Mais vous pensez que Valls, qui incarne la droite de la gauche, a des chances de Droite survivre? social-libérale. Il y a un vrai problème pour les socialistes, c'est qu'ils sont profondément divisés. Je veux dire que sans doute la moitié des socialistes sont sincèrement européens et en tirent les conséquences. L'autre moitié hésite depuis l'hostilité complète, au fond proche de l'extrême gauche, et nous les avons avec les frondeurs.
D'autres sont, avec Madame Aubry, très réservés. Mais Madame Aubry, c'est la fille de son père. Oui, J'imagine pas qu'elle ne soit pas européenne. Que reste-t-il de Madame Aubry aujourd'hui? Pas grand-chose. Vous savez, le problème de l'homme politique, c'est que s'il ne va pas au combat, il disparaît. Et les positions de retrait sont de Cincinnatus dans son village, labourant son champ. Ça n'intéresse plus personne en vérité. Donc Madame Aubry a besoin de revenir, si elle veut exister, elle a besoin de revenir dans le combat. Donc pour vous, il faudrait que la gauche parvienne à se rassembler comme vous avez réussi à le faire là récemment. Il faut que les frondeurs... Honnêtement, je suis incompétent pour le salut de la gauche. J'ai déjà beaucoup de mal avec le salut de la droite. Alors ne me demandez pas l'impossible. Je dis simplement, il y a une vraie division. Alors on nous répond, mais vous aussi, vous avez vos anti-européens. Ce n'est pas la même proportion. Il y a en effet des souverainistes en France qui sont hostiles à l'euro. 95% de la famille à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire l'UMP et le centre, sont européens et en tirent les conséquences, c'est-à-dire il faut s'adapter aux autres, c'est pas aux autres de s'adapter à nous. Il est difficile de faire des prédictions, mais on a encore 2 ans à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que François Hollande a des chances d'être réélu si l'économie se porte mieux? Est-ce qu'il ne va pas surfer là-dessus et dire, vous voyez, patience, ténacité, et face à qui? Exactement. Je ne le pense pas malheureusement pour nous, parce que si François Hollande avait des chances d'être réélu, c'est que sa politique pouvait réussir. Or, elle ne réussit pas. Il y a un petit frisson européen. La France n'est pas dans ce petit frisson européen parce que nous n'avons pas... il nous manque 2 choses, la productivité et la confiance pour investir. Pourquoi voulez-vous investir dans un pays où chaque fois que vous gagnez de l'argent, on vous le prend? La réponse est simple, vous n'investissez pas. Et la productivité, on ne l'a pas rattrapée. Et aujourd'hui, si Hollande devait se représenter, ce serait face à qui? Pour vous, à droite, ce serait qui? Le candidat idéal? Le candidat idéal de droite, c'est celui qui peut fédérer toute la droite et le centre. Et c'est celui qui tire les leçons de la situation de notre pays d'aujourd'hui, qui n'est pas la France d'il y a 20 ans. C'est un pays nouveau, c'est un pays différent, c'est un pays qui demande de l'imagination. Je prends un seul exemple, la question scolaire. Il y a sans doute à peu près tout à revoir parce que nous n'avons pas approfondi ce que l'instruction doit être pour nos jeunes et on en souffre aujourd'hui. C'est donc un homme d'imagination. Vous pensez à qui? Juppé? Alors je veux dire, les convictions pour moi, c'est François Fillon qui les exprime. Non mais aujourd'hui, si vous deviez voter... Si je votais, je voterais pour François Fillon parce que je pense qu'il a fait cet effort de réflexion et de profondeur. Je ne suis pas certain qu'il soit candidat et je ne suis pas certain qu'il gagne. Mais si vous me demandez mes convictions, je vous les exprime. Bien sûr. On va passer aux négociations sur le nucléaire iranien qui domine aussi l'actualité cette semaine. Les discussions continuent à Lausanne. Qu'elles aboutissent ou qu'elles échouent, quel est l'intérêt de ces négociations? Il est considérable. Je vais vous dire, parce que vous avez une partie du monde qui est dans une situation parfaitement explosive et dont les ressorts sont la rivalité séculaire entre chiites et sunnites. Et c'est profondément cela qui est en cause, avec des Américains qui se libèrent progressivement du Golfe parce que leur autonomie énergétique les soulage, parce qu'ils ne savent plus comment gérer le monde sunnite dont la complexité est décourageante. Vous avez à la fois des alliés qui financent vos adversaires, ce qui est quand même difficile à comprendre, et vous avez l'Iran qui est un vieux pays de culture musulmane chiite, d'ailleurs très différente, qui n'est pas un pays arabe, comme chacun sait, et qui a une fierté et une volonté de rattraper les 30 années de perdues, par tous les moyens et avec beaucoup de savoir-faire. Est-ce que vous trouvez franchement la politique de M. Obama cohérente quand on voit qu'il y a le grand écart qu'il fait? Jouer avec les Iraniens contre Daesh, contre l'État islamique en Irak, et aider le régime irakien qui est inféodé à l'Iran, et puis dans le même temps, aider les Saoudiens qui luttent contre les milices chiites de Houthis au Yémen. C'est le grand écart. Les gens n'y comprennent plus rien. À quoi joue Obama pour vous? Je crois que personne n'y comprend quoi que ce soit, et les doubles jeux sont permanents. Double jeux sont permanents parce que chaque pays a ses extrêmes, chaque pays a des intérêts contradictoires. Vous avez pris l'exemple de l'Irak et parlons de l'Irak et de la Syrie. Au fond, on s'aperçoit que la frontière héritée des accords Saïs-Picot de 1917 ne vaut plus et que la communauté sunnite a l'air de se rassembler. Ce que souhaitaient les Qataris et les Saoudiens il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, l'enfant qu'ils ont
favorisés se dérobent à eux et se dressent contre eux. Donc le fond du problème... Donc, nous n'avons des pays qui sont dans des situations conflictuelles les uns avec les autres. Alors justement, dans ces pays... C'est sans doute d'ailleurs Israël qui est le moins concerné par ces conflits et le moins à l'origine de ces conflits. Alors justement, dans ces régions concernées par les conflits, en toile de fond, on a Daesh, le groupe État islamique. Oui, mais pas seulement. Pas seulement, parce que quand vous avez au Yémen des minorités fortes, chiites, qui sont arabes, qui ne sont pas iraniennes du tout, mais pro-iraniennes, et aidées par l'Iran, on peut quand même se poser des questions. Et inversement, vous avez le grand pays arabe sunnite, c'est l'Égypte, qui malheureusement n'a pas l'argent de l'Arabie saoudite, mais qui a les hommes et qui a les combattants. Mais qui en dépend financièrement. Est totalement anti-islamiste aujourd'hui, parce que Morsi a le maréchal Sissi a mis Morsi en prison. Alors, et pour longtemps. Alors, l'ancien ministre de la Défense que vous êtes, comment vous appréciez aujourd'hui la décision prise par le maréchal al-Sissi, enfin le président égyptien al-Sissi, de pouvoir créer une grande armée arabe unifiée, sunnite, sauf la Syrie, qui n'était pas à la réunion de la Ligue arabe, mais ça se comprend, sur les cousins germains de l'Iran, pour lutter contre Daesh, contre l'État islamique. Vous pensez que les Arabes vont arriver à gommer leur division pour aller de l'avant et créer cette armée arabe unifiée? Si vous voulez, je suis un petit peu conservateur et je connais à peu près l'histoire. Les sunnites n'y sont jamais parvenus. Alors, Donc vous ne voyez pas pourquoi ça changerait aujourd'hui? Et ils ne sont pas parvenus, pourquoi? Parce que les sociétés sont quand même très différentes. L'Égypte est un pays, au fond, musulman, sunnite, mais assez ouvert à Alexandrie, les minorités, fortes minorités chrétiennes coptes, la dimension internationale, la présence anglaise. Enfin, il y a une bourgeoisie égyptienne qui est assez mondialiste et qui ne se sent pas prisonnier de l'obligation d'être religieusement exemplaire. Quand vous êtes l'héritier des Wahhabites, de Ibn Saoud le Grand, vous vous sentez obligé d'épouser une cause qui finalement vous gêne parce que vous n'en ferez jamais assez pour les orthodoxes, pour les plus excessifs, et vous en ferez toujours trop pour vos alliés. C'est une situation extraordinairement difficile. Il y a presque... je ne voudrais pas utiliser des mots trop forts, mais la société saoudienne est une société en interrogation. Permanente. Permanente. En octobre dernier, vous disiez chez des confrères que c'était dommage qu'on n'ait pas pu tout faire pour neutraliser un Mohamed Merah. Vous parliez de terrorisme, c'était chez nos confrères d'Europe 1. Oui. Aujourd'hui, plusieurs mois après, pourriez-vous dire que c'est pareil, les frères Kouachi qui sont passés par là, Koulibaly, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que finalement on est dans une spirale qui ne s'arrête pas? Je dirais simplement que il y a un Américain qui a dit quelque chose je trouvais très intelligent. On savait tout, on ne comprenait rien. Et maintenant on comprend alors? Alors, maintenant on sait beaucoup de choses, mais c'est un puzzle permanent qui se recompose en permanence. Et on a les éléments du puzzle, mais souvent on ne comprend qu'après. C'est permanent dans l'histoire. Dans l'histoire du terrorisme, dans toutes les tensions, on savait, mais évidemment c'est facile de reconstituer la course après l'arrivée des chevaux. Alors, est-ce que vous pensez que le plan antiterrorisme de M. Cazeneuve, pour vous, est-ce qu'il est à la hauteur de ce qu'attendent les Français? Est-ce qu'il tient la route? Je vais vous dire, l'essentiel, je ne suis pas assez compétent, l'essentiel, c'est l'échange d'informations entre les services français, d'abord, entre les services nationaux et internationaux de notre pays, avec les Européens et naturellement avec les États-Unis. C'est un marché où il y a beaucoup de restrictions, c'est-à-dire qu'on donne ce qu'on veut bien donner et on vous donne ce qu'on veut bien vous donner, y compris entre alliés. Il y a une question que je voudrais vous poser, y revenir par rapport à ce que disait Elisabeth il y a quelques instants sur l'Iran et Israël. Est-ce que pour vous, Benyamin Netanyahou a raison de craindre l'Iran qui pourrait se doter de la bombe nucléaire parce que l'Iran aurait l'intention de bombarder Israël, d'attaquer Israël, ou parce que l'Iran veut se servir de la bombe nucléaire comme arme de dissuasion pour assurer la survie politique de son régime? Je crois qu'il faut se souvenir que la guerre entre l'Irak et l'Iran était vraiment une préoccupation beaucoup plus forte pour les Iraniens et pour les Irakiens que ne l'a jamais été Israël. Qu'il y ait des effets d'affichage de la part des Iraniens, c'est certain. Que les sunnites se sentent gardiens des lieux saints et l'obligation c'est vraisemblable. Mais la vérité de la Grande Guerre, ça a été la guerre entre l'Irak et l'Iran. 80-88. Voilà, exactement. Les Iraniens veulent l'énergie nucléaire pour des raisons
de pérennisation de leur richesse pétrolière. Veulent-ils la bombe ? Sûrement à un moment ou à un autre, et certainement des Iraniens la veulent, pour les raisons que vous avez dites. Et vous pensez qu'ils ont le droit de l'avoir ? Moi, je suis contre la dissémination nucléaire, mais il faut bien reconnaître que c'est un acte de force des pays installés dans le nucléaire contre les pays qui n'y sont pas. Mais ça, si vous voulez, je crois que le monde n'est pas une démocratie apaisée et les grandes puissances ont des intérêts qu'ils doivent imposer. Donc tout ce qui peut faire qu'il n'y ait pas de dissémination nucléaire a mon soutien. Merci beaucoup Gérard Longuet. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Défense et sénateur UMP de la Meuse. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.